Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Thomas Rudigoz, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Vous êtes l'ancien député de Lyon, vous êtes surtout le leader de Ensemble pour les prochaines élections municipales. Vous êtes désigné pour ça en mars. Et alors depuis, avalanche de communiqués ces dernières semaines sur la sécurité à la guillotière, sur les coups de campagne de communication de la ville de Lyon, ça y est, la campagne a vraiment démarré? Je pense qu'on est dans une pré-campagne, je qualifierais cela de pré-campagne, qui commence effectivement. Il y a un certain nombre de personnes qui se sont annoncées comme candidats. Et donc moi, en tant que chef de file de Renaissance du parti de Gabriel Attal, j'ai été nommé par Gabriel Attal pour organiser cette campagne pour ma famille politique, pour mobiliser mes militants, pour aller sur le terrain, pour organiser cette campagne aussi avec nos partenaires du Bloc central, Horizon, le MoDem, le Parti radical valoisien. Donc effectivement, je crois que là, on est dans une période, on est à moins d'un an des élections. Il est important, quand on est un responsable politique, d'être sur le terrain, d'être avec ses équipes et de réagir à l'actualité. Avec le paradoxe que vous êtes chef de file, mais tout de suite vous avez dit que vous souteniez la candidature de Jean-Michel Aulas. Pas difficile d'exister quand il y a un autre candidat qui ne s'est pas déclaré, qui ne fait pas d'interview? Écoutez, moi, ça ne me dérange pas cette question-là de qui sera le leader. Moi, effectivement, je pense que Jean-Michel Aulas est le mieux placé pour fédérer le maximum de monde, pour proposer un contre-projet par rapport au bilan des écologistes, pour emmener avec nous un grand nombre de Lyonnais, une majorité de Lyonnaises et de Lyonnais. Je pense que Jean-Michel Aulas, par rapport à son histoire, sa notoriété, sa popularité même, peut justement être un bon leader, mais encore une fois, il y aura le temps de son engagement, quand il aura pris sa décision. Je ne sais pas encore ce qu'il va faire, puisque effectivement, il communique lui aussi, mais il n'a pas encore dit s'il était vraiment candidat. Et puis après, il y aura le temps aussi où on se mettra autour d'une table avec lui, avec les autres partenaires, pour parler du projet. Vous avez tellement soutenu que s'il ne se présente pas au final, vous serez bien démuni. Ah bah écoutez, s'il ne se présentait pas au final, ce qui est toujours une option, vous avez raison, on verra le moment venu. Moi, depuis le début, avant même que Jean-Michel Aulas annonce une potentielle candidature, j'avais dit avec mes amis du Bloc central, comme je vous le disais, Horizon, MoDem et Parti radical, qu'à ce moment-là, on discutera entre nous pour savoir lequel est le mieux placé ou laquelle est la mieux placée pour pouvoir porter nos couleurs. Et je peux être cette personne-là dans ce cas-là. Alors, on revient sur cette campagne de communication de Grégory Doucet autour du bilan. Vous avez vu sa réponse, dire la démocratie, ça a un coût, 220 000 euros pour expliquer aux Lyonnais ce qu'on a fait pendant 5 ans. C'est normal, ce qu'ils puissent savoir ce qui a été fait et juger aux prochaines municipales. Oui, c'est vrai, 220 000 euros, c'est une bagatelle, c'est sûr. Ça paraît, je pense, tellement évident que 220 000 euros, on peut les consommer comme cela quand on nous dit par ailleurs que l'argent public se fait de plus en plus rare, que le méchant État ne donne plus assez d'argent aux collectivités, qu'on a moins de rentrées fiscales parce que l'activité immobilière baisse. Est-ce que d'ailleurs, si l'activité immobilière baisse, ce n'est pas un peu de sa responsabilité? Enfin, donc il y a toutes ces problématiques-là qui le mettent à chaque fois en avant au conseil municipal quand on discute finances au conseil municipal. Et là, il paraît que 228 000 euros... Et surtout, moi, ce qui m'embête... Gérard Collomb faisait de grandes campagnes avec des tournées dans tous les arrondissements. Pas et en des fin de mandat. En fin de mandat. Non, il ne faisait pas des réunions publiques en fin de mandat. Vous verrez qu'il a fait une tournée dans tous les arrondissements avec des documents de campagne qui ressemblent beaucoup. Alors 2008, je n'étais pas dans ces équipes. Je n'étais pas dans ces équipes. Enfin, j'étais pas dans l'équipe de la mandature sortante. Moi, j'ai été élu en 2008, en 2014. Je me rappelle pas qu'en 2013, il ait fait des réunions publiques dans tous les arrondissements. Enfin, franchement, je me rappelle absolument pas. Et pourtant, j'étais tête de liste du 5e arrondissement. Après, moi, où je conteste des choses avec M. Doucet, c'est premièrement, c'est le coût exact. Je pense que c'est beaucoup plus que 228 000 euros, parce que juste un numéro spécial de son magazine, c'est 200 et quelques mille euros. Rien que ça. Vous rajoutez donc la brochure qu'il met à l'intérieur, vous rajoutez les réunions qu'il organise, avec des communicants pour préparer cela, vous ajoutez les vidéos qu'il a mises en place, les publicités sur les sucettes de co, etc. Je pense qu'on est beaucoup plus que 228 000 euros. Mais peu importe la bataille des chiffres, moi, ça me gêne beaucoup, à quelques semaines du 1er septembre, qui sera la date officielle où les comptes de campagne commenceront, et tout ce qui sera fait à ce moment-là sera comptabilisé. Juste avant, il lance cette opération de campagne. Il y a un mélange des genres qui est, je trouve, très limite. Et comme M. Doucet toujours a beaucoup donné des leçons sur les questions démocratiques, de démocratie participative, d'éthique en politique, je trouve que là, il n'est pas très exemplaire. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a marqué. On a regardé là, avec mes équipes. Il se trouve qu'il est le seul, en fait, dans les grandes villes de ce pays à faire cela. Parce qu'il y a une pratique dans nos villes, dans nos communes, c'est souvent de faire un bilan de mi-mandat. Ça, tous les maires, quasiment, surtout dans les grandes villes, le font.
Donc ça ne me choque pas que M. Doucet, il y a 2 ans, ait fait son bilan de mi-mandat. Mais là, de fin de mandat, moi j'ai regardé Paris, Marseille, Toulouse, et même plus proche de nous, Villeurbanne, il n'y a pas ce type de dispositif. Donc voilà, je trouve que c'est assez gênant. Alors, parmi les réactions, il y a eu Jean-Michel Aulas qui lui est intervenu sur un sujet un peu connexe. C'était une autre polémique qui était celle du cabinet, du maire, donc il y avait la question de la légalité, puis aussi celle du coup. Lui, sa réponse, c'est de dire tout simplement je gouvernerais sans cabinet si j'étais maire de Lyon, et d'ailleurs sans indemnité pour le maire de Lyon. Et il ne va pas un peu loin là? Alors, son cabinet, je pense qu'il faudra que les choses soient précisées. Absolument aucun collaborateur, ça paraît difficile. Il annonce 3 à 4 millions d'euros d'économies, donc effectivement, il faut supprimer le cabinet, y compris pour les collaborateurs, pour les adjoints, les éventuels adjoints. On a calculé, si on supprimait tous les cabinets, tous les membres du cabinet, c'est-à-dire une quinzaine, plus tous les collaborateurs d'adjoints, on serait à beaucoup plus que 3,5 millions d'euros. Donc je pense que Jean-Michel Aulas n'a pas tout comptabilisé, parce que d'ailleurs, il précisera cela, je pense, mais il dit dans une partie de son expression qu'il y aura quand même des conseillers qui travailleront avec lui, mais de manière très resserrée. Moi, ça ne me dérange pas de réduire de façon très resserrée le cabinet politique, parce que j'ai moi-même été dans des cabinets politiques. J'ai bien vu des fois les doublons, j'ai bien vu que des fois on était trop nombreux, et que des fois, même, comme l'a dit Jean-Michel Aulas, il y a des guerres de chapelle dans le cabinet, parce qu'il y a des guerres d'ego, il y a des courtisaneries. Donc je crois qu'à un moment donné, quand vous avez des cabinets trop pléthoriques, on éloigne en plus le patron ou la patronne de l'ensemble de l'équipe, parce qu'il y a des intermédiaires. Il y a le directeur de cabinet, il y a le directeur de cabinet adjoint, voire des fois 2 directeurs de cabinet adjoints, le chef de cabinet adjoint, le conseiller machin, la conseillère truc. Donc ça, c'est plus possible. Je pense aussi que nos concitoyens ont conscience des problématiques financières de notre pays, et il faut que tous, on fasse des efforts. Vous dites un cabinet resserré, mais il ne faut quand même pas supprimer... Très resserré. Moi, je me rappelle au conseil général du Rhône du temps de Michel Mercier, le directeur général des services, qui était un fonctionnaire, Pierre Jamet, il avait également la fonction de directeur de cabinet. Gérard Collomb a eu un directeur de cabinet qui faisait aussi directeur de la communication de la ville de Lyon, et même du Grand Lyon à l'époque. Donc je pense qu'on peut vraiment trouver les moyens de resserrer un cabinet politique. Parmi ces autres sujets sur lesquels vous êtes réagi récemment, c'est le parking Saint-Jean. Voilà, vous n'allez pas de main morte sur Twitter. Le sectarisme écologiste frappe encore cette nuit sans prévenir. Ils avaient créé une piste cyclable. Bon, pour vous, c'est un scandale. Ils n'avaient pas prévenu. Moi, j'avais fait le tour des commerçants du quartier, du quai Romain-Rolland, du quai de Bondy. Personne n'était au courant. Alors peut-être qu'ils avaient prévenu les associations de type comité d'intérêt locaux, etc. Bon, ce qui est bien, mais par exemple, les principaux concernés, les abonnés de LPA, sauf erreur de ma part, puisque ceux que je suis allé voir, ils sont également abonnés, ils n'ont pas eu d'informations de la part de LPA. Non, c'est vraiment... Après, on a l'impression que c'est presque... C'est le temps des travaux, mais les projets des pistes cyclables, ils sont quand même posés depuis un certain temps. Ah oui, mais la piste cyclable, elle existe. Elle a même été élargie, alors que déjà Gérard Collomb en avait fait une belle. Ils ont remis je ne sais combien de centaines de milliers d'euros pour l'élargir, parce qu'elle ne paraissait pas assez grande. Je pense qu'il y avait peut-être d'autres moyens de mettre cet argent sur d'autres aménagements. La piste de bus, puisqu'il y a eu la fermeture de la rue Grenette et qu'il y aura beaucoup plus de bus qui passeront par là. Oui, mais ça, c'est les conséquences de leur politique, de mettre cette ZTL de la façon dont ils la mettent en place, de fermer la rue Grenette, d'empêcher les bus. Parce qu'encore, qu'on dise qu'on empêche les voitures d'aller dans le centre-ville de Lyon. Admettons, il y a un vrai débat. Mais pourquoi les bus ne peuvent même plus aller au pied de l'hôtel de ville? Pourquoi les bus ne peuvent même plus aller au pied de la tour de la Charité? Enfin, c'est quoi vraiment ce sectarisme, effectivement, de même aller jusqu'à écarter les bus du centre de notre ville? Et donc, ces bus, effectivement, ils les font passer par le pont Join. Il y a beaucoup de villes en Europe où les centres-villes sont un peu rendus aux piétons. Oui. D'où c'est le cas en Italie. Admettons, et tout le monde s'en réjouit en Italie. Admettons, moi je suis pour une ZTL beaucoup plus restreinte que celle qu'ils ont prévue, qu'on aurait pu déjà faire sur le carré d'or, comme on l'appelle, et on aurait pu déjà faire cette expérimentation. Ça fait vraiment, elle n'est pas si immense que ça, cette ZTL. On aurait pu, et d'ailleurs quand je dis on aurait pu, on pourra, parce que si vous remettrez des voitures rue de Grenelle, on reviendra sur cette ZTL, clairement, on reviendra sur cette ZTL, et on reviendra sur le passage des bus, place des terreaux, et également, plutôt vers l'hôtel de ville, et également place Bellecour. Et donc l'aménagement qu'ils ont fait, c'est vraiment pour rendre fou. Vous avez pas peur d'un peu de l'effet Perben? Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque de Collomb, qui avait fait campagne sur les plaintes des habitants qu'il y avait sur la suppression des parkings sur les quais. Perben était venu, moi je remettrais des voitures, des stationnements pour faire plaisir aux habitants. Au final, quand l'usage l'emporte, ça fait des propositions assez décalées. Nous, parce qu'on travaillera en équipe,
nous reverrons cette ZTL, nous reconcerterons, nous remettrons à plat avec les commerçants. On verra, comme il y aura une expérimentation de plusieurs mois, presque d'une année de cette ZTL, quelle est la situation du centre-ville, des commerçants, des habitants, et on remettra ça là à plat. Mais cet aménagement qu'ils ont fait effectivement de façon très discrète va rendre fou la vie de beaucoup d'usagers du parking Saint-Jean qui vont devoir repartir dans les embouteillages qu'est Saint-Antoine. On vous entend dire nous de manière assez affirmative, mais pour l'instant, on sait que vous serez rangé derrière Jean-Michel Aulas, qui lui ne dit rien de ses propositions. Qu'est-ce qui vous permet de dire que vous ferez ça, puisqu'en fait on ne sait rien du projet de Jean-Michel Aulas? Non, quand je vous dis nous, c'est ce qu'on a dit au début de notre échange. Quoi qu'il en soit, nous, on sera en équipe. Je veux dire, si Jean-Michel Aulas, finalement, n'y allait pas, moi je pense pour l'instant qu'il a l'air de se préparer vraiment, vu les annonces qu'il a faites. Vous pensez que vous pourrez imposer le programme à Jean-Michel Aulas? Ah, je n'imposerai rien. On aura cette discussion ensemble de projet avec Jean-Michel Aulas, avec les collègues d'Horizon, du Vous Modem. proposerez à Jean-Michel Aulas de remettre les voitures en centre-ville. Mais pour l'instant, vous ne savez pas si vous pourrez Je crois que Jean-Michel Aulas, c'est peut-être moi qui lui dirais, peut-être, attendez, monsieur Aulas, on ne va peut-être pas non plus tout défaire ce qu'ont pu faire les écologistes, parce qu'il y a des parties qui sont intéressantes. Et puis moi, je ne suis pas pour tout casser ce qu'a fait les précédents, parce que ça coûte aussi beaucoup d'argent. Mais peut-être qu'on va mettre le bouton pause sur tous les aménagements de voies lyonnaises qui sont en train de prévoir pour la suite. Un dernier mot sur nos politiques nationales. On a vu le rapport sur les frères musulmans, qui a interrogé dans l'agglomération, puisque ce rapport pointe une cinquantaine d'associations dans l'agglomération. On pense y compris à des personnalités comme Asdine Gassi. Est-ce que ce rapport est vraiment fiable? Est-ce qu'il reflète la réalité du territoire? Je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas lu ce rapport, je n'ai pas tellement d'informations sur ce rapport. Moi, je fais confiance quand même au service du renseignement territorial et de la DGSI, qui sont des grands professionnels. Quand j'étais parlementaire, j'ai été amené à travailler sur ces questions, donc j'ai pu auditionner des représentants de ces services. On a affaire à des grands pros. Moi, je suis effectivement un peu, vous le dites, vous citez M. Gassi, je connais bien M. Gassi, je n'ai aucun doute sur ses valeurs républicaines. Donc, qu'il soit pointé, effectivement, ça m'interpelle. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un véritable problème sur l'entrisme islamiste qui existe. Il ne faut pas contrairement à certains, peut-être dans certains mouvements politiques, type LFI, qui balayent d'un revers de main ce type de rapport et qui s'en moquent. Je pense qu'il ne faut pas, comment dirais-je, minorer la situation. Mais il faut faire aussi très attention, et là je vise plus l'autre bord de l'échiquier, l'extrême droite, RN, Reconquête, qui va sauter là-dessus pour stigmatiser nos concitoyens de confession musulmane. Et pour avoir récemment échangé avec des amis de confession musulmane, ils sont des fois très meurtris des fois du ciblage dont ils peuvent faire l'objet. Ils peuvent l'être aussi de propositions d'un Gabriel Attal, qui récemment a demandé l'interdiction du voile pour les mineurs. Il y a quand même, est-ce qu'il ne va pas trop loin? Il y a une vraie question sur ces signes religieux. Je pense que notre société est une société laïque. C'est un travail qui existe depuis des décennies dans notre pays. C'est une réalité. Quand on est républicain en France, on est laïque. Donc cette présence des fois de signes religieux nous peut déranger, je trouve, n'est pas anodin. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas, encore une fois... Public. C'est aussi la liberté d'expression, d'exprimer des idées politiques, oui, religieuses, mais quand on voit des jeunes dans filles, l'espace public. Quand on voit des femmes adultes, etc., moi je respecte, mais quand on voit des fois des filles assez jeunes qui pourraient déjà, préadolescentes, déjà porter un voile, on a un peu l'impression peut-être qu'il y a une autorité familiale qui leur impose, alors encore une fois, qu'on est dans une société, dans une république laïque, et on s'est battu. Et là aussi, je trouve toujours très surprenant de la part de certains élus, d'ailleurs plutôt écologistes et LFI, à tout prix défendre le port du voile, alors que ce n'est absolument pas, je pense, une progression par rapport à la place de la femme dans notre société. Ils sont les premiers, des fois, à s'offusquer des violences faites aux femmes, des inégalités hommes-femmes, à juste titre. Et pour eux, ça paraît normal que des fois, des jeunes filles portent un voile, alors que, voilà, encore une fois, moi, je crois que ce n'est pas un signe de progressisme et de progression de l'égalité femmes-hommes. Thomas Rudigoz, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.